Je voudrais poursuivre effectivement par Christophe Stroman. Je lui propose de me rejoindre. Alors là, on va au nord, avec le CFA du Pays Montbéliard. Vous en êtes le directeur. Et vous allez nous parler d'une démarche qui a été engagée, pas forcément hier, puisqu'elle remonte à 5, 6, 7 ans, je ne sais plus. Et puis effectivement, pour amorcer votre intervention, je dirais, dans ce que vous allez nous dire, quel est un peu le rôle du formateur. Je crois que là, c'est un point qui est important. Et je crois que c'est une question qui sera un petit peu universelle dans les interventions qu'on va avoir ce matin, malgré leur diversité. Je vous laisse la parole. Je dois appuyer là-dessus. Bonjour à tous et à toutes. Bonne et heureuse année. Donc Christophe Stroman, je dirige le CFA du Pays de Montbéliard qui a été créé en 1990 sur le bassin de Montbéliard afin de localiser sur ce territoire une offre de formation de proximité au service principalement du secteur de l'artisanat. Je ne sais pas comment défilent les diapos. Est-ce que c'est moi qui dirige ou est-ce que... Oula. Bon, diapo suivante. Je n'ai que 8 minutes. Merci. Alors, notre organisme de formation s'est ouvert dans ce contexte que je viens de vous expliquer, avec une grosse difficulté économique dès le début, c'est qu'à 350 ou 300 apprentis, on ne vit pas en tant que CFA. Donc d'emblée, on a dû développer d'autres activités parallèles, notamment la formation continue pour les adultes, avec 2 secteurs d'activité, la formation continue qualifiante, à destination des demandeurs d'emploi ou des salariés en reconversion, et un atelier de pédagogie personnalisée, ça a été cité tout à l'heure, c'est principalement le développement des soft skills et la remise à niveau sur le socle de connaissances. Voilà, tout ceci pour assurer à la structure une viabilité économique. Ces 3 secteurs représentent 1100 apprenants par an, même si, rappelez-vous, on est le plus petit CFA de Franche-Comté, donc de Bourgogne-Franche-Comté, sur notre secteur d'activité, métier de bouche, métier de service, principalement calé sur du niveau 5, donc du niveau CAP. On accueille plutôt des publics de bas niveau de qualification. Alors, de ces particularités, on en a fait un défi, à savoir que je vais devoir regarder comme vous ici. L'idée était de prendre en compte les particularités de nos publics. Rappelez-vous, CFA, apprentissage et formation continue, ce qui veut dire globalement qu'on accueille des jeunes de 15 ans et des adultes jusqu'à 50-55 ans. Il faut qu'on réponde à l'ensemble de ces besoins et à cette hétérogénéité très forte en termes de constitution de public. Premier défi, notre métier, le CFA a été créé en 90, vous imaginez, on est en 2019. Le métier de formation a considérablement évolué, changé. L'intégration des nouvelles technologies est une évidence pour nous aujourd'hui. Nos entreprises et notre environnement, lui aussi, évoluent en permanence. Et notre raison d'être, c'est de rester en phase avec les évolutions de notre environnement, sinon on meurt. On est une entreprise classique. On est parti d'un constat, il y a effectivement en 2014-2015, dans ce qu'on appelle le projet d'établissement, on a dû faire face à une érosion des publics, mais ça c'est le lot de tous les organismes de formation, je pense que beaucoup sont présents ici. On a pléthore d'offres qui se développent et en même temps, de façon permanente, depuis maintenant 2-3 ans, de façon plus marquée, on a un public qui globalement a du mal à arriver jusqu'à nous, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Ce public, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est de plus en plus hétérogène. Les formateurs qui sont arrivés pour l'essentiel à la création de l'établissement, on doit les accompagner dans l'évolution du métier de formation. On ne forme plus en 90 ou en 2019 comme on formait en 90, compte tenu de l'évolution des publics qu'on accueille. Et puis, dans notre environnement extérieur, il est émouvant, il est changeant. Depuis maintenant 10-15 ans, on va de réforme en réforme qui remettent en cause l'organisation de notre formation, de nos formations, par le biais de l'évolution de l'attente de nos clients. Le conseil régional est le client le plus important de la structure chez nous. On a également la sociologie des publics qui évolue. Depuis 90, les jeunes de 90 ne ressemblent en rien aux jeunes de 2019. Et puis on a, comme vous venez de le découvrir, ou comme vous le découvrirez toute la matinée, ces nouvelles technologies qu'on est obligé d'intégrer pour rendre nos produits, nos formations beaucoup plus attractives. Mais ces nouvelles technologies ont un impact fort sur la pédagogie et nous permet d'avoir une relation à l'apprenant qui évolue et qui sert les attentes de ces publics.
c'est notre credo. On n'est pas producteur de solutions, on est consommateur de solutions technologiques, ça c'est très important pour nous aussi. Et ces évolutions technologiques sont des moyens au service de notre mission et pas un objectif. La réponse à ce constat-là, ça a été bien sûr de mettre en avant, en termes de révolution pédagogique, tout ce qui concerne l'individualisation, puisque globalement notre activité s'inscrit de plus en plus dans un contexte juste à temps, juste nécessaire. Juste à temps pour répondre aux réactivités, en termes de réactivité, aux attentes des entreprises qui n'ont pas 6 mois pour développer et mettre en œuvre un projet de formation. Le juste nécessaire, la loi des financements et leur évolution fait qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on contracte notre réponse pour entrer dans des formats financiers qui permettent la mise en œuvre de l'action. Voilà, donc merci. L'idée, c'était aussi, comme on intègre 3 métiers différents, hein, rappelez-vous la première diapo, apprentissage, formation continue et APP, c'est de mettre en osmose dans l'évolution de notre métier, les particularités de ces 3 métiers. Ces 3 métiers qui ont été développés depuis 1990, on va dire en parallèle, hein, dans des espèces d'organisation un peu cloisonnée. Aujourd'hui, on décloisonne pour que, par exemple, les spécificités du métier de l'APP viennent irriguer et drainer nos pratiques en termes de formation d'apprentissage. Chacun de ces métiers embarquait avec lui des particularités en termes de pédagogie. Et l'idée maintenant, c'est de mutualiser ces savoir-faire, ces expériences, et de faire aussi en sorte que l'organisme devienne plus agile. Vous comprenez que notre difficulté à nous, c'est aussi d'équilibrer les plans de charge des formateurs et de développer leur polyvalence. Voilà. Donc on est passé par un plan qui a démarré il y a 3 ans maintenant, à base de professionnalisation des acteurs. Je vous l'ai dit, un gros plan de formation pour nos formateurs. Ils sont à peu près 40 dans la structure. Et ce plan de formation, c'était 1,6 équivalent temps plein par an. Pour une PME comme la nôtre, c'était un effort important, soutenu par le conseil régional. L'opérationnalité en termes d'approche compétences, pour nous, c'est fondamental et c'est devenu fondamental. On a un public qui est de plus en plus réfractaire aux solutions classiques de formation. Aujourd'hui, on crée de la situation, ce qu'on appelle contextualisée, qui reprend le canevas d'une situation professionnelle. On immerge l'apprenant en situation professionnelle et c'est en pratiquant dans le cadre de cette situation que derrière, on fait émerger de la compétence. L'enjeu, c'est bien sûr que l'apprenant prenne conscience des compétences développées par la mise en situation professionnelle. C'est tout l'enjeu de ce projet. On a adapté ça à quelque chose dont vous avez forcément entendu parler dans le cadre des réformes légales concernant la formation, qui s'appelle l'action de formation en situation de travail, qui pour nous semblait être une réponse pédagogique tout à fait adaptée, encore une fois, à l'hétérogénéité de ces demandes, l'hétérogénéité de nos publics, et puis cette réactivité que l'on doit mettre en œuvre par rapport à des demandes d'entreprise qui sont de plus en plus variables et qui nous arrivent sans préavis, j'allais dire. Donc l'action de formation en situation de travail, juste 2 mots. À vrai dire, aujourd'hui, si je prends l'exemple de son domaine d'application chez nous, qui est l'apprentissage, on a affaire à des publics qui sont aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir sur nos formations au niveau 5 avec le public qu'on avait encore il y a 10 ans, à savoir qu'il y a 10 ans, on travaillait massivement avec du public sortant de 3e, puisqu'on est sur des formations de niveau CAP. Aujourd'hui, on voit arriver à hauteur de 15-20% des publics qui sont soit déjà titulaires d'un bac, soit qui ont démarré une carrière à l'université et qui viennent chez nous en réorientation. La réforme de l'apprentissage va nous conduire aussi à accueillir des publics, entre guillemets, adultes, puisque l'apprentissage est poussé jusqu'à 30 ans maintenant, avec un public qui, lui, arrive avec une première expérience professionnelle, et on ne peut pas imaginer prendre en compte ce public et lui proposer ce qu'on proposait encore il y a 15 ans ou il y a 10 ans à des élèves sortant de 3e. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le formateur devienne prescripteur d'activités professionnelles, que l'apprenant, lui, reste dans l'entreprise, mais non plus dans une situation de production, comme normalement l'organise l'alternance en apprentissage, mais que ce temps d'entreprise soit réservé à un temps de formation sur prescription du formateur professionnel. C'est donc le formateur professionnel qui va lier une relation avec l'entreprise et le maître d'apprentissage et qui va conseiller une série d'activités parce que le formateur a repéré que cette activité va être elle-même productrice de compétences et de connaissances. Donc en prescrivant sur un temps rendu à l'entreprise des activités à l'entreprise, pour l'apprenant,
on en vient à produire de la compétence et de la connaissance chez cet apprenant. Voilà. Le calendrier, on a commencé cette expérimentation à FEST avec ce public qui est un public déjà diplômé et qui vient chercher un deuxième diplôme. Donc on a à peu près une vingtaine de stagiaires en expérimentation. On l'a commencé il y a 1 an et demi. Elle se continue, elle est très enseignante pour nous en termes de conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. On utilise les nouvelles technologies de l'information parce que la compétence acquise doit être capitalisée dans des systèmes digitaux. On passe par tout simplement le smartphone qui permet de filmer une action en situation de travail et qui permet pour nous de capitaliser la preuve de l'acquisition de compétences. Voilà, je vous ai résumé tout ça et merci. Je reste à votre disposition. Merci beaucoup, on peut l'applaudir également. Merci à vous. Avant de passer aux questions, il y a un mot que je retiens, c'est le mot agilité. Je crois que là, on est dans l'agilité, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau de l'apprenant ou au niveau du formateur, et je crois que c'est un bon signe. On a un certain nombre de questions. Alors, je vais en reprendre une. Quel est le rôle et la posture du formateur vis-à-vis de l'outil? Vous pouvez intervenir, les autres aussi, bien évidemment, on est entre nous. J'espère que j'ai trouvé le bon bouton. Oui. Ça marche. Alors, le formateur, comme l'a dit mon confrère d'Online, il change de position. D'abord, j'allais dire dans le temps, mais dans l'ancien temps, il était forcément face à face par rapport à un public apprenant, mais passif. Aujourd'hui, il se met à côté physiquement de l'apprenant, il accompagne. Il y a un concept de base dans l'expérimentation que je n'ai pas cité tout à l'heure, qui pour nous est fondamental, qui est la pédagogie inversée. On va mettre l'apprenant en situation de construire lui-même son savoir, bien sûr avec des méthodologies et des outils de guidance, et le formateur va animer ces méthodes et ces outils de façon à ce que l'apprenant découvre la connaissance en élaborant du projet, de l'action. L'idée encore maîtresse derrière, c'est que le formateur doit permettre la prise de conscience ou la conscientisation de l'acquisition de cette compétence. Ça, c'est essentiel au niveau de l'apprenant. J'espère que j'ai été clair. Donc on passe d'un face-à-face à un côte-à-côte, en sachant que le formateur, lui, va accompagner l'apprenant dans son cheminement d'acquisition de compétences. On peut avoir une question dans la salle, il n'y a pas de souci. Sinon, je vais en reprendre une autre qui est l'avant-dernière, qui est la suivante. Avez-vous suffisamment de recul pour évaluer l'efficacité externe de vos méthodes pédagogiques, notamment en termes d'insertion professionnelle des apprenants? Au risque de vous surprendre, je vais vous dire non. D'abord parce que l'expérimentation a démarré il y a 18 mois. Et vous savez, je crois que dans le secteur de la formation, comme dans beaucoup d'autres secteurs, on n'est jamais arrivé au bout de quelque chose. À vrai dire, nous aussi, on réapprend notre métier tous les jours. L'important, c'est d'essayer. Je crois qu'une personne de l'AER l'a dit tout à l'heure, en référence à un voyage je ne sais plus, au Japon peut-être. J'étais déjà dans ma préparation d'intervention, excusez-moi, j'avais une attention un peu... Voilà. Mais je crois qu'en France, on ne se lance pas tant qu'on n'a pas verrouillé tous les compteurs, tous les robinets. Et je crois que c'est un tort en termes d'innovation. Je crois qu'à un moment donné, bien sûr, l'intérêt de l'apprenant prime avant tout, mais je crois qu'aujourd'hui, on est suffisamment à la fois équipé et on est suffisamment entouré de partenaires pour se permettre d'innover. On n'a plus le choix, enfin ça c'est ma vision des choses. Aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des publics et de leur hétérogénéité, il faut qu'on soit innovateur pour être plus attractif, tout simplement. Merci beaucoup. Oui, attendez. Au risque de vous surprendre, on ne peut pas faire de la FEST avec n'importe qui. Voilà, ça c'est une réponse un peu rapide. Je vous ai parlé du plan de formation qui a été mené au sein du CFA à l'intention des formateurs de l'organisme. Évidemment que cette expérimentation repose aussi sur une capacité du maître d'apprentissage à jouer son rôle. Ça veut dire aussi que l'entreprise partenaire a conscience de l'importance du rôle du maître d'apprentissage dans ce dispositif-là. Et la formation se fait non pas par des séminaires ou des... Voilà. L'idée, c'est vraiment que le formateur du CFA accompagne le maître d'apprentissage dans son rôle de transmetteur de savoir en étant organisateur de la situation de travail. Voilà. Donc c'est long, plus ou moins, en fonction de la culture de l'entreprise à laquelle on s'adresse, avec qui on est en partenariat. Encore une fois, on ne peut pas faire de la FEST dans n'importe quelle structure, dans n'importe quel contexte. Est-ce que j'ai répondu ?
Alors, c'est administrativement un temps de formation. Non, il n'est pas facturé. Tout simplement parce que dans le cas de l'apprentissage, vous savez que... Alors, on verra peut-être le 1er avril, ça va peut-être changer, mais... Pardon ? En formation continue, aujourd'hui, le législateur permet la facturation de ce temps identifié si et seulement si ce temps répond au contexte légal de l'action de formation. Mais depuis la réforme de 2015-2016, la FEST est reconnue comme une situation de formation. Donc, à ce titre-là, sous réserve que le cahier des charges de son organisation soit respecté, ce qu'on appelait les OPCA, qu'on appelle aujourd'hui les OPCO, le prennent en charge. Tout comme la modalité FOAD. Merci beaucoup, Christophe.